Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Pendant une brève période au début des années 90, Européens et Américains avaient nourri l'espoir qu'avec la disparition de l'URSS, l'ère de la confrontation et des tensions avec Moscou était close. Ils étaient même enclins à croire que les dirigeants de la nouvelle Russie avaient abdiqué toute idée de poursuivre un mode de développement original, et s'étaient engagés sans retour sur la voie d'une convergence de leur modèle politique et économique vers le modèle occidental, la démocratie et le marché. Leurs attentes ont cependant été vite trompées. Dès le milieu des années 90 et pendant le second mandat de Boris Yeltsin, la volonté de se distancier du modèle européen s'est clairement manifestée dans la classe dirigeante, alors que la masse de la population laissait apparaître une désaffection croissante pour les valeurs abstraites de liberté, de démocratie et de droits de l'homme qu'elle avait semblé d'abord prête à embrasser. Cette distanciation s'est affirmée progressivement après l'arrivée de Poutine au pouvoir. Si l'on accepte les velléités réformatrices manifestées par Medvedev pendant sa présidence, qui n'aura représenté qu'une courte parenthèse, le régime russe a évolué depuis le début des années 2000 dans un sens toujours plus autoritaire et a fait preuve d'une hostilité grandissante à l'égard de l'Ouest. Un quart de siècle après l'éclatement de l'URSS et plus de 30 ans après le début de la perestroïka, la volonté de divergence paraît avoir succédé aux aspirations à la convergence avec l'Europe. Dans le discours officiel, les déclarations d'adhésion aux valeurs occidentales ont été remplacées par des appels au combat idéologique contre elles. À l'Ouest, hommes politiques et commentateurs tendent à tirer aujourd'hui de ce constat des conclusions définitives et radicales sur l'évolution du pouvoir en place, comme ils le faisaient un quart de siècle auparavant, mais dans un sens opposé. Leur hostilité se concentre avec une particulière virulence sur la figure dominante du régime, Vladimir Poutine. L'ancien officier du KGB, considéré par les Occidentaux au début de sa présidence comme un interlocuteur fréquentable, aurait progressivement fait une sorte de coming out et se serait en définitive révélé une réincarnation de Brejnev, emblème du conservatisme autoritaire et du monolithisme idéologique. C'est par sa volonté arbitraire et tyrannique que la Russie serait redevenue l'ennemi de l'Occident. Les yeux rivés sur le passé, il serait prisonnier d'une conception archaïque des rapports internationaux héritée du XIXe siècle. Sous son impulsion, la Russie serait redevenue une puissance révisionniste ambitionnant de saper et de renverser l'ordre politique et économique établi par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Elle se dissocierait de l'Europe sur tous les plans, politiques, idéologiques et économiques, et serait passée à l'offensive contre elle. Une doctrine Poutine aurait succédé à la déjà lointaine doctrine Brejnev. Par le biais du projet d'union économique eurasienne, et sous couleur de protéger les droits des minorités russes dans les États successeurs de l'URSS, le chef du Kremlin chercherait à rétablir un contrôle sur l'espace post-soviétique. À en croire certaines déclarations officielles émanant de l'OTAN et de Washington, il nourrirait même des desseins expansionnistes encore plus audacieux et défierait l'ensemble du statu quo issu de la disparition de l'URSS. Comme certains médias cherchent à l'instiller dans les esprits en accolant systématiquement à son nom les termes bellicisme et agression, les ambitions impériales constitueraient désormais la seule sauvegarde de son pouvoir après l'irrémédiable faillite de sa politique économique. N'était la disproportion manifeste entre ses forces et la puissance américaine, la Russie de Poutine constituerait aujourd'hui pour la stabilité et la sécurité du continent européen, sinon pour l'ordre du monde, une menace intrinsèquement comparable à celle que représentait l'Union soviétique. Mû par le ressentiment et le revanchisme, Poutine sacrifierait à la nostalgie de l'Empire les objectifs de modernisation de l'économie et des institutions. Il prendrait avantage de la persistante passivité d'une majorité de la population toujours prédisposée à s'en remettre au paternalisme étatique, pour rebâtir un ordre oppressif et ressusciter un système apparenté au régime soviétique. Il rétablirait une sorte d'idéologie officielle réactionnaire, amalgame éclectique d'hostilité au libéralisme, de relents d'impérialisme grand russe et de traditionalisme inspiré par les courants divers du slavophilisme, de l'enracinement et de l'eurasianisme. Il aurait fait le choix d'une voie de développement spécifique, d'un sondé vague en rupture avec le modèle européen.
La crise ukrainienne ne serait que la première manifestation d'une politique d'agression à laquelle le régime serait inévitablement acculé, pour restaurer aux yeux de son opinion publique sa légitimité menacée par la chute des prix du pétrole, la récession économique et les sanctions occidentales. Il aurait renoncé à honorer le contrat implicite passé avec la population, selon lequel il lui aurait garanti l'amélioration du bien-être en échange de sa soumission. Il serait hors d'état d'entreprendre des réformes de structure qui ébranleraient l'assise même de son système oligarchique. Il n'aurait d'autre recours selon la logique propre aux dictatures, qu'une idéologie impériale et l'aventurisme extérieur. Parmi beaucoup d'autres publications, The Economist s'est employé à répandre avec une particulière constance cette image d'Épinal de Poutine aujourd'hui communément reçue dans l'opinion, celle d'un autocrate résolument rétrograde, adversaire déterminé de l'Occident et de ses valeurs, et animé de desseins maléfiques contre lui. Le choix d'une voie différente, de la voie démocratique occidentale, constitue, affirme cet hebdomadaire, la désastreuse contribution personnelle de Poutine à l'histoire de son pays. À son initiative, la Russie mènerait une guerre contre l'Occident, et son économie serait désormais orientée vers les aventures militaires. Le poutinisme serait ainsi un phénomène aberrant, un pouvoir sans légitimité et sans authentique assise populaire, étranger aux aspirations profondes de la véritable Russie. Poutine serait le démiurge et le mauvais génie d'une mauvaise Russie, qu'il façonnerait à sa guise en tyrannisant la bonne Russie, impatiente de pouvoir enfin secouer le joug du Kremlin, de la bureaucratie et des Siloviki. Il représenterait le principal obstacle à la prospérité de son pays, et au rétablissement de ses relations de coopération avec les Occidentaux. Sa mise à l'écart, est-il ainsi suggéré, suffirait à mettre un terme à la périlleuse dérive intérieure et extérieure dont il serait personnellement l'instigateur. Si elle a séduit les opinions occidentales, cette représentation du régime russe comme un pouvoir personnel à l'autorité sans limite, toujours sous l'emprise des traditions soviétiques, et irréversiblement engagé dans une politique d'affrontement et d'expansion territoriale, n'en apparaît pas moins simplificatrice à l'extrême. Inspirée par une idéologie accent aigu aux conservatrices manichéennes et moralisatrices, encouragée par la médiatisation ambiante, elle n'est finalement qu'un décalque négatif de l'image spécieuse de consensus patriotique et d'inébranlable détermination répandue par la propagande du Kremlin. Elle rejoint même parfois dans la caricature les conceptions des traditionalistes russes les plus extrémistes. La Russie, soumise à un inflexible déterminisme historique, reviendrait inéluctablement vers ce qui a été et demeure son destin singulier, étranger à celui de l'Europe et de l'Occident, et ne pourrait avoir d'autre aspiration que de se couler à nouveau dans le moule stalinien. Contre ces pamphlets qui paraissent avoir emporté la conviction du plus grand nombre, on peut arguer d'abord que la propension à se référer obstinément à l'URSS pour éclairer la politique de Poutine et des responsables russes ne procède pas toujours d'un souci d'analyse objective. Nombre d'observateurs professionnels, en particulier universitaires, ne sont pas étrangers à un esprit de militantisme contre le président russe et de solidarité avec son opposition dite démocratique. Ils soutiennent celle-ci par parti pris idéologique, et reprennent souvent ses arguments et ses slogans sans véritable distance critique, en fermant les yeux sur ses incohérences et ses divisions. Dans le même esprit, pour établir une filiation entre la Russie d'aujourd'hui et l'URSS, hommes politiques et journalistes occidentaux s'adonnent volontiers à des explications schématiques qui ressemblent à des procès d'intention. Ils interprètent par exemple de façon abusive la valorisation et l'utilisation ostentatoire par le régime du passé soviétique, et au premier chef de la victoire de 1945. Ils veulent voir en elle le signe d'une aspiration à un retour vers un modèle politique et socio-économique, inspiré de l'URSS. Ils affectent d'ignorer qu'elles traduisent avant tout la préoccupation constante de Poutine de consolider et de tenter d'unifier par des satisfactions symboliques une société fracturée en célébrant une image idéalisée de l'existence collective du peuple rassemblé. De même, ils tentent à assimiler à une pure et simple tentative de reconstituer l'Empire les efforts d'intégration économique régionale poursuivis depuis bientôt 6 ans avec des États successeurs de l'URSS. Ils méconnaissent ainsi que, même si la Russie nourrit des objectifs géostratégiques, qui au demeurant ne sont pas nécessairement illégitimes,
ce projet n'est pas seulement le produit d'une nostalgie hors de saison. Créer un espace régional intégré, dont le rouble pourrait devenir la monnaie de réserve, répond aussi à des préoccupations d'avenir rationnelles. Mais, ces rapprochements de la Russie d'aujourd'hui avec l'URSS ne sont pas que des déformations inspirées par l'esprit partisan qui travestissent la réalité. Le point important est que chercher à appréhender la ligne suivie par le pouvoir russe contemporain à la lumière du passé soviétique paraît contestable en soi. Les réformes des années 90 ont marqué une rupture radicale avec le système antérieur, qui ne peut plus constituer une véritable référence pour l'élite dirigeante contemporaine. Même si cette classe nouvelle est loin d'être immergée dans le monde intellectuel occidental comme l'étaient les élites de la période finale du tsarisme, ses croyances et ses habitudes d'esprit n'ont plus grand-chose à voir avec la mentalité autarcique de la nomenclatura, le bloc quasi monolithique qui dominait l'URSS. Par ailleurs, comme il a été 100 fois souligné, la convertibilité de la monnaie, la propriété privée et l'ouverture des frontières ont engendré pour la première fois depuis 1917 et peut-être même dans toute l'histoire de la Russie, une classe moyenne relativement nombreuse, prospère et bien informée. Ces modes de vie, de consommation et de pensée tendent à se rapprocher des normes européennes, et une vie associative dynamique a émergé à partir de 1987. Alors que l'URSS se caractérisait par une quasi-autarcie, la Russie contemporaine s'est ouverte sur le monde extérieur avec une rapidité dont plusieurs indices donnent la mesure. Selon l'indice global du McKinsey Global Institute qui apprécie cette intégration en termes de flux, la Russie apparaissait en 2012 au 9e rang mondial, juste après la France et le Canada, loin devant les autres grands pays émergents et nombre de pays développés. Son ouverture au commerce extérieur, qui était de 10% du PIB en 1990, est passée à 43% en 2014. Cette dépendance nouvelle à l'égard des marchés extérieurs soumet à d'étroites contraintes la politique économique, et rend en tout état de cause difficile d'envisager un retour à l'isolationnisme. Elle impose une transparence et des pratiques qui sont aux antipodes des méthodes soviétiques. Une information fiable est aujourd'hui accessible sur des données essentielles naguère considérées comme des secrets d'État, par exemple sur la situation des finances publiques, des banques et des entreprises, sur la démographie et la situation sanitaire de la population, et même sur l'évolution de l'opinion publique. D'autre part, loin de chercher à rétablir les structures institutionnelles de l'État social soviétique paternaliste et distributif, que Gaïdar et les réformateurs des années 90 avaient radicalement modifiées, Poutine achève de les démanteler au nom de l'optimisation des dépenses sociales. Dans des secteurs clés comme le logement, l'enseignement et la santé, les principes de l'économie libérale introduits dans les années 90 continuent de s'imposer. La gratuité des services publics et l'universalité d'accès, qui étaient à la base du modèle soviétique, sont de plus en plus remises en cause. Dans le domaine militaire, de même, comme ce fut le cas en Occident, la conscription est peu à peu abandonnée au profit de la constitution de petites unités professionnelles dotées d'équipements modernisés. En s'efforçant malgré tout de renvoyer le régime à l'héritage de l'URSS, les Occidentaux s'octroient certes un avantage considérable en termes de propagande. Mais ils tendent ainsi à adopter, au lieu d'une approche dynamique de la réalité russe, une perspective figée et tournée vers le passé qui ne facilite pas l'appréhension de ce qui constitue, croyons-nous, un facteur explicatif de la démarche à la fois brutale et flottante du pouvoir. Celle-ci ne résulte pas d'un entêtement vain à reproduire, ne serait-ce que partiellement, un modèle que même les plus réactionnaires parmi les élites dirigeantes tiennent pour irrémédiablement caduque. Ce n'est pas en priorité dans une période soviétique révolue qu'il faut chercher la clé du comportement de ces élites. C'est dans les déconvenues et les frustrations engendrées par la chaotique et interminable période de transition traversée par le pays, qu'elles éprouvent toujours les plus grandes difficultés à maîtriser et à conduire. La thématique de la crise, écrit l'économiste Vladimir Mo, est constamment présente dans notre discours politique et économique. Pendant le quart de siècle de l'histoire post-communiste de notre pays, nous avons eu soit à affronter des crises, soit à tirer des leçons des crises passées, soit à essayer de prévoir les contours des crises à venir. Plus de 30 ans après la perestroïka, initiée en avril 1985 par M. Gorbatchev,
les cercles dirigeants paraissent toujours désarmés face au bouleversement des structures sociales et des mentalités que la forte croissance économique pendant les 2 premiers mandats de Poutine lui-même n'a pas peu contribué à accélérer. Il semble incapable de parvenir à un consensus minimum sur les orientations fondamentales à donner au pays. Si le rapprochement du régime en place et du passé soviétique ne semble pas la meilleure méthode pour aborder la réalité contemporaine, les jugements absolus et catégoriques qui foisonnent en Occident sur l'omnipotence du pouvoir et de son chef ne sont pas moins contestables. En premier lieu, ces jugements laissent de côté ce que sociologues et enquêtes d'opinion nous apprennent sur les limites de l'influence des autorités centrales. Contrairement à l'image de force et de détermination que celles-ci s'efforcent de donner, elles éprouvent les plus grandes difficultés à exercer un contrôle effectif sur les processus de transformation en cours dans la société. Alors que l'absolue nécessité d'un État fort est l'un des arguments majeurs de la propagande officielle, l'efficacité de cette verticale du pouvoir, la pyramide administrative proliférante sur laquelle Poutine prétend s'appuyer, est ouvertement mise en doute, y compris par des partisans du régime. De notoriété publique, cette verticale est minée par la corruption et l'autorité suprême n'exerce sur elle d'en haut qu'un contrôle limité. L'État demeure d'une extrême faiblesse, et le volontarisme que Poutine affiche avec ostentation est largement illusoire. Si sa popularité personnelle ne semble pas souffrir du dysfonctionnement général des institutions, la classe dirigeante dans son ensemble continue d'être perçue par la masse de la population comme l'étaient traditionnellement les mauvais boyards, c'est-à-dire comme une couche privilégiée et corrompue, et comme un adversaire social. L'extrême défiance que cette élite politique et administrative inspire la rend à bien des égards impuissante à conduire les changements qu'elle proclame elle-même, et les initiatives d'en haut ne paraissent avoir qu'une prise limitée sur la réalité. Si l'on en croit les analyses de sociologues, c'est par une sorte de tectonique des plaques plutôt que par l'action de cette prétendue verticale du pouvoir, qu'on peut essayer de rendre compte des changements en cours. Il résulte principalement de mouvements horizontaux d'une multitude de groupes d'intérêts, corporations, lobbies et potentats qui, largement hors du contrôle de Moscou, se concurrencent et s'affrontent parfois violemment. Ces mouvements revêtent dans les faits un caractère essentiellement spontané, local et régional. Non content de faire silence sur les signes révélateurs de l'impuissance relative du pouvoir central, nombre d'observateurs offrent une analyse tronquée du discours de son leader. Pour insinuer qu'il règne sans partage, il rapporte son discours en privilégiant ses accents les plus stridents et ses proclamations martiales et triomphalistes, et en affectant de les prendre à la lettre. Ils occultent les fluctuations de son langage artificieux, véritable tissu d'ambiguïté et de contradiction qui ne correspond pas à l'effigie caricaturale d'un leader doctrinaire et impérial, subjuguant les esprits. Dans les faits, par son propagandisme, par son opportunisme et selon ses opposants, par le cynisme avec lequel il développe des thèses opposées, il entretient délibérément l'incertitude et la confusion sur ses orientations. Dans un pays où la versatilité des acteurs de la vie politique et la dualité de leur langage est notoire, Poutine est maître dans l'instrumentalisation du champ idéologique. Sous son impulsion, la production des idéologies est devenue, ou redevenue, une opération de relations publiques et un exercice de manipulation des esprits conduit par une multitude de consultants politiques et de professionnels qui usent et abusent des techniques de communication les plus modernes. Pour faire ressortir le caractère à la fois simpliste et fallacieux de l'image de Poutine qui s'est imposée dans l'opinion, on analysera son discours sur un thème limité, mais qui nous paraît révélateur de ses préoccupations et de ses orientations: le modèle de développement et le processus de modernisation de la Russie. La question du modèle est au cœur des conflits qui n'ont cessé de travailler l'élite dirigeante depuis la chute de l'Union soviétique, et qui semblent ressusciter des débats remontant aux années 1840, sinon même au XVIIIe siècle. Elle est un point majeur du programme électoral de Poutine dès sa première campagne en 2000, et procure un fil conducteur pour suivre les méandres de sa politique à travers les métamorphoses successives de son langage. La nouvelle idée russe, 2000 à 2003, réaliser la modernisation de la Russie par la fusion entre la tradition et l'héritage des années 90. Libre de toute inféodation à un parti ou à une idéologie,
Poutine manifeste dès son arrivée au pouvoir son indépendance envers les deux camps dont l'affrontement avait marqué les années 90. D'un côté l'opposition à Yeltsin constituée du bloc populiste et patriotique et des communistes, et de l'autre les démocrates. Il écarte catégoriquement l'idée d'un quelconque retour en arrière vers un système de type soviétique, qui, écrit-il, n'a engendré ni un pays florissant, ni une société dynamique, ni des hommes libres. Dans le même temps et avec non moins de force, il signifie son opposition aux principes qui avaient inspiré le modèle des démocrates réformateurs au cours des années 90, et notamment aux idées d'Egor Gaïdar, que Yeltsin avait choisi pour conduire la libéralisation de l'économie. Gaïdar, jeune universitaire dans la tradition occidentaliste, s'inspirait des conceptions de la modernisation née aux États-Unis dans les années 50. Il considérait que si la Russie voulait surmonter son retard et rattraper les pays avancés, elle n'avait pas le choix des moyens. Elle devait rompre de façon urgente et décisive avec le modèle qui avait prévalu depuis le XVIIe siècle, qu'il qualifiait d'oriental, et avec son plus récent avatar, le système soviétique. Elle devait rétablir l'unité sociale et culturelle avec l'Europe. À ses yeux, libérer les individus de la tutelle d'un pouvoir autocratique et paternaliste et les affranchir des règles et des codes de l'héritage national, pour transposer en Russie le modèle occidental de démocratie et d'économie de marché, était non seulement nécessaire, mais possible. Il n'existait selon lui aucun déterminisme historique, aucun assujettissement à un ordre culturel supposé immuable, aucune irréductible singularité qui s'opposât en principe à l'assimilation de valeurs exogènes et à un changement institutionnel radical pour l'édification d'une Russie nouvelle, sur le plan politique aussi bien qu'économique. Ce processus de changement, que Gaïdar désignait par le mot de réforme, visait à réaliser le renversement libéral opéré en Occident pour mettre fin à la prééminence de l'État et faire de la société civile devenue autonome, la base et la source de la dynamique collective. La modernisation était engendrée d'en bas, par opposition aux modernisations autoritaires conduites d'en haut depuis Pierre le Grand. La liberté du marché entraînait avec elle deux changements majeurs. Elle était inséparable de réformes politiques et de la démocratisation. Elle faisait naître des solidarités qui modifiaient la nature même des rapports entre nations. La mise en œuvre de ce modèle fondé sur des valeurs universelles était conditionnée par l'insertion de la Russie dans la mondialisation, par l'assimilation de ses contraintes et de ses règles, et par l'établissement de liens étroits et harmonieux avec les sociétés les plus avancées. L'aspiration légitime de la Russie à retrouver son rayonnement international ne devait plus se fonder sur la volonté de puissance et l'affirmation d'une identité singulière, mais sur sa capacité à exceller dans la compétition internationale selon les règles communes à toutes les sociétés modernes. Les vues de Yeltsin lui-même n'étaient pas à ce point radicales, et il fut en tout état de cause très vite contraint au compromis avec les communistes et leurs alliés du bloc populaire et patriotique, qui dominaient la Douma. Ceux-ci menaient un combat furieux contre Gaïdar et les réformateurs au nom d'une idéologie nationale populiste qui associait la rhétorique communiste traditionnelle à une virulente critique du libéralisme et de l'occidentalisme, et à des éléments de nationalisme impérial grand russe. Pour tenter de tempérer cet affrontement et d'atténuer la bipolarisation de l'opinion, Yeltsin envisagea même au début de son second mandat d'élaborer une sorte de synthèse idéologique, baptisée Idée nationale. Il n'y renonça que face à l'impossibilité de dégager quelque compromis que ce fût entre communistes et démocrates. Mais, s'il était loin de souscrire entièrement aux théories de ces derniers, Yeltsin n'en partageait pas moins la conviction fondamentale de Gaïdar que la rupture avec la tradition, le changement institutionnel et la démocratisation étaient la condition première de la modernisation et du progrès. Il portait sur le passé de la Russie, tsariste comme soviétique, et sur son héritage, un jugement d'ensemble négatif. Le passé, affirmait-il, nous a conduits à notre misérable situation présente. En annonçant sa démission en 1999, il déclarait « J'ai accompli l'œuvre essentielle de ma vie. La Russie ne reviendra plus jamais vers le passé. La Russie désormais n'ira plus que de l'avant. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.